Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les no-life, ici MangaTD pour Warball Productions. Aujourd'hui, c'est pas un tuto ni autre chose pour apprendre des trucs que je vous propose, mais plutôt de la découverte pour la curiosité, et aussi de quoi vous étonner un peu. Vous le savez sûrement, pour le peu que vous connaissez le monde de Linux, il y a une infinité de distributions. Des choses assez classiques et des distros faites pour des besoins particuliers. Et parfois ça donne des choses assez inattendues. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec 5 distributions Linux qui sortiront de plus en plus de l'ordinaire, que ce soit pour son contenu ou même le contexte dans lequel elle a été conçue. Allez, on est parti! On va commencer tout doucement avec quelque chose de tout bête avec Linux XP, ou LinuxP. Tout est dans le titre. C'est une distribution qui a pour but de proposer un Linux, mais avec une tranche de Windows XP. Elle est basée sur Ubuntu. Le bureau essaye bien de copier celui de Windows en ajoutant même quelques icônes. Alors oui, c'est une distribution italienne par contre, et même si on choisit l'installation en français, l'italien est bizarrement imposé dans l'OS lui-même. Mais au moins, vu que cette version date de 2015 et qu'elle est basée sur Ubuntu 14.04, les mises à jour fonctionnent encore au moment où je réalise cette vidéo. N'empêche, je pense que la langue italienne est vraiment forcée pour une raison mystérieuse, vu que l'outil de la prise en charge des langues m'installe le français dans un premier temps, mais j'ai pas le choix de la langue malgré tout. Et je ne peux pas non plus appliquer l'anglais à la place. J'ai tenté de suivre cette méthode indiquée dans la documentation d'Ubuntu, mais pas de résultat. Étrangement, le terminal dit ne pas trouver les paquets de langue française. Il y a des programmes supplémentaires qui sont fournis en plus, comme cet outil de sauvegarde que je ne connaissais pas, ou encore cet outil de formatage de clés USB. Il y a même un programme pour écouter des web radios nommé Ascolta. Les radios sont classées par style de musique. Sympa. Et pareil, ça marche encore aujourd'hui. On peut même encore aller sur YouTube avec cette distribution. Bon après, attention, pour autant, ce ne serait pas une raison de continuer à utiliser cette distribution aujourd'hui. J'étais sur la version 66.0.3 de Firefox. Et on est sur la 101.0.1 au moment où j'écris cette partie de la vidéo, donc comme vous vous en doutez peut-être, cette distribution n'est plus maintenue. Bon, sinon il y a l'interface graphique du pare-feu qui est également fournie, même s'il n'est pas activé étonnamment. Remarquez, après vérification sur plusieurs distributions différentes, il s'avère que c'est jamais le cas. Non, c'est pas la même chose. Même si c'est le même concept, effectivement. C'est une distribution russe payante basée sur Red Hat faite par une société qui s'appelle Linux Online. Si on en croit ce qui est écrit au dos de la boîte, j'ai pu avoir la traduction en utilisant la traduction automatique de la page archive.org qui a recopié le dos de la boîte, le but c'était de faire une distribution pour les utilisateuristes novices. Mais elle s'adressait aussi aux utilisateuristes avancés qui voulaient une distribution simple à utiliser et prête à l'emploi. Il y aurait tout ce qu'il faut pour lire les documents Word, Excel et PowerPoint, effectivement il y a OpenOffice, faire du travail de manière collaborative, ou encore lire des fichiers multimédia avec les codecs en vogue à l'époque, et même lire la radio et regarder la télé. Bon, il fallait avoir un tuner TV pour ça, par contre. Il n'y a pas de Molotov dans cette distribution. Même si ça aurait été approprié pour une distribution russe, je suppose. Et pour nous fournir tout ça et bien plus encore, le boîtier contenait 5 CD. À la fin de leur blabla de présentation, ils disent même ceci. Enfin, c'est beau. Oubliez les ennuyeuses distributions semblables les unes aux autres. C'est un produit original comme vous n'en avez jamais vu. Ouais, faut croire que les Russes se plaignaient déjà de ça avant même que Vinatiero achète son premier ordinateur. Et si vous ne savez pas pourquoi je dis ça, je vous mets le lien d'un de ces articles de blog en description. Et pour finir avec cette présentation, elle nous dit aussi que Linux XP est le seul Linux russe qui a des perspectives sur le marché mondial et est déjà en vente aux États-Unis et au Canada.
Je sais pas si ça a été fait, mais probablement pas avec cette version, qui est la Service Release 1 qu'il y a dans cette boîte, vu qu'elle est exclusivement en russe. Et ça, on s'en rend compte dès le programme d'installation, qui s'appelle Anaconda, d'après ce qu'on peut lire à un moment en mode console. Ceci dit, une fois l'installation commencée, on a des images vantant les mérites de l'OS qui, elles, sont en anglais étonnamment. Et voilà à quoi ça ressemble une fois démarré. Ça ne ressemble que moyennement à XP, mais c'est accueillant en tout cas. Les icônes nous font croire qu'on peut ouvrir les documents Word, Excel ou autres, mais en réalité, il n'y a aucune suite bureautique installée de base. En fait, pour ça, il faut installer OpenOffice sur l'un des CD fournis. Il y a un panneau de configuration qui est assez sympa. Ce qui est drôle, c'est qu'il me fait penser en particulier à la fenêtre d'ajout et de suppression des programmes de Windows XP. Par contre, non, contrairement à ce que j'espérais, on ne pourra pas mettre l'OS en anglais. Je peux aller sur internet avec Firefox 1.0.7, Firefox 2 n'était sorti que le 24 octobre 2006, et constater que le site linux-online.ru, qui était le site officiel de cette distrib, a l'air de toujours exister, mais contrairement à ce que laisse penser l'image qu'on voit sur la page d'accueil, ça a l'air de surtout vendre des téléphones portables. Bizarre. J'étais pas loin de pouvoir aller sur YouTube, mais non, faut pas déconner non plus. Remarquez, faut pas déconner, il aurait fallu dire ça à la personne qui a eu l'idée que cette distribution allait être payante, et même qu'il fallait l'activer avec un numéro de série. Bien sûr qu'il y a des distros Linux payantes, mais faire ça avec une vague imitation de XP en Russie, genre le pays du piratage de contenu. Attends, mais c'est complètement con. Ouais, peut-être qu'elles comptaient particulièrement sur les ventes internationales. Et encore, je pense qu'elles allaient vite être grillées. Peut-être que c'est ce qui est arrivé d'ailleurs. Bon voilà, sinon il y a un certain nombre de logiciels fournis de base, mais pas grand chose d'intéressant à noter, à part un logiciel de diagramme ou un autre pour faire des plannings sous plusieurs formats. Mais des logiciels on en trouve plein dans les autres CD fournis. Voilà par exemple celui qui s'appelle tout simplement logiciel supplémentaire. À chaque fois il y a un fichier texte qui donne une description de chaque logiciel inclus dans le CD. La présentation est visuellement très basique du coup, mais bon, c'est sympa. On retrouve très souvent le même programme d'installation fait en Java, souvent disponible en 3 langues, dont le français, et parfois plus. Il est très similaire à ce qu'on a l'habitude de voir sous Windows. Par contre, c'est un peu perturbant ce moment où il faut appuyer sur OK alors qu'il continue de nous dire « Patientez s'il vous plaît ». Et aussi, il nous propose de créer des raccourcis dont un sur le bureau. Mais quoi qu'on lui dise, il va créer un raccourci sur le bureau, même si on ne lui demande pas de le faire, mais jamais dans le menu démarrer. Il y a aussi des jeux comme Cube 3D, dont je me demande sincèrement comment il est configuré niveau commande, vu son incapacité à faire autre chose que de regarder le sol. Bon après, c'est peut-être un problème stupide de machine virtuelle, hein. Après la Service Release 1, il y a eu une Service Release 2, sortie elle aussi en 2006. Cette fois-ci, le programme d'installation est entièrement en anglais. Du coup, c'était peut-être la première version à vraiment essayer de s'ouvrir au marché international. Malheureusement, j'arrive pas à faire fonctionner cette version. L'installation marche, mais au démarrage, je reste coincé sur cet écran à la con, que ce soit sous VirtualBox ou VMware. Et j'avoue que je me suis pas embêté à essayer ça sur un ordi réel. De toute façon, à part le fait que cette version soit peut-être anglicisée, y compris pour l'OS lui-même donc, je doute qu'il y ait beaucoup de différences entre les deux. Oui, il y a une version d'Ubuntu pour les chrétiens et chrétiennes. Et cette fois-ci, c'est une version qui est encore maintenue de nos jours, puisque la version que je vais vous montrer, c'est la 22.04. Qui est donc la version d'avril 2022. L'OS nous accueille avec un écran de bienvenue malheureusement pas traduit en français, même si on peut choisir la langue comme n'importe quel Ubuntu classique. Il nous présente les particularités de cette version chrétienne, indiquant qu'elle est fournie avec des logiciels supplémentaires chrétiens, on va y revenir, et aussi des logiciels de sécurité comme un contrôle parental, ce qui est d'ailleurs une excellente idée.
Cette présentation nous invite dans le deuxième onglet à personnaliser notre distribution en changeant de fond d'écran, de thème, ainsi que certains logiciels en particulier, et d'en installer d'autres si on le souhaite. Et comme vous pouvez le voir, il y a des fonds d'écran spécifiques ajoutés qui sont bien dans le thème. Toujours avec des bibles style deluxe entre guillemets. Ouais, elle n'allait quand même pas prendre une simple bible avec couverture carton de pauvre, hein. Un peu de tenue quand même. Un truc qui est très présent dans cette distribution, ce sont les logiciels d'études bibliques, comme celui-là. En général, dans ce genre de logiciel, on peut comparer plusieurs versions de la Bible en même temps pour voir si ça dit la même chose, je suppose. Enfin, surtout si c'est dit de la même manière, surtout en gros. Et pour vous dire à quel point les chrétiens et chrétiennes ont pensé à tout, il y a même des versions pour les geeks linuxiens parce qu'il y a des bibles dans le terminal. Remarquez, j'ai bien une bible pour DOS dans mes disquettes, donc peut-être que c'est un vieux programme. Et je ne pensais pas qu'il y avait autant de logiciels comme ça sous Linux ou ailleurs, mais il y en a une tête à chier en fait. Y compris des versions sur appareil mobile, mais bon, ça c'est pas étonnant de nos jours. Mention spéciale avec cet autre programme de la Bible en terminal en mode la fin des temps est pour bientôt, il y a des signes partout, et il n'y a que les Bibles traditionnelles qui sont bien et les modernes, comme par hasard, c'est caca. Il y a aussi un logiciel de Bible et autres trucs chrétiens en audio, dont une pour les enfants. Welcome to Daily Audio Bible. Kids. I'm Ezekiel, and I'm Brian, and today Je sais pas si c'est supposé être une espèce d'école du dimanche quotidien, pauvre gosse, / catéchisme en ligne, mais ça a l'air un peu what the fuck. Il y a même un onglet pour des logiciels spécifiquement pour les églises. Alors, je sais, hein, moi non plus, je ne savais pas que des programmes comme Audacity ou GIMP étaient des logiciels pour église. Mais bon, je vois l'idée. Ça peut potentiellement leur servir. Les 3 premiers logiciels de cette catégorie sont assez sympas honnêtement dans leur concept. En fait, ils ont plusieurs fonctionnalités. La première, et la principale, semblerait-il, est de projeter les paroles des cantiques, et peut-être même potentiellement servir pour illustrer les prédications, que ce soit avec les versets ou des images et vidéos. Il y a aussi une fonctionnalité qui permet aux musiciens et musiciennes d'avoir des partitions des cantiques vraisemblablement sur tablette, ce qui montre au passage que ce logiciel pourrait très bien servir au concert, y compris non chrétiens justement. En fait, je me demande si c'est pas une variante chrétienne d'un type de logiciel déjà existant à ce compte-là. Et apparemment, il y a même une fonctionnalité planning. Même si ça pourrait être fait avec des logiciels séparés, notamment PowerPoint ou plutôt Impress dans le cas de Linux, c'est vraiment très surprenant de voir le monde du libre comprendre et s'adapter aux besoins de ses utilisateurs. Comme quoi, la communauté libriste chrétienne, surtout anglophone j'imagine, se bouge vraiment le cul. Je ne sais pas si je dois être admiratif ou dégoûté à ce niveau-là. Bon, allez, pour la prochaine distribution, on va prendre le contre-pied de ce qu'on vient de voir. Ubuntu Satanic Edition Satanic Undead 666.9. Ouais, sur les autres, j'ai pas précisé le numéro de version dans le titre, mais là, le côté Kiku m'amuse trop pour ne pas le noter. D'après ce que j'ai entendu à droite à gauche, c'était une distribution parodique visant à troller des distributions comme la Christian Edition ou la Muslim Edition, donc musulmane. Et comme vous pouvez le voir, elle date de l'époque de Compiz, qui était un programme pour donner des effets super classe aux menus et aux fenêtres. Et je trouve ça toujours drôle de voir cet effet flamme appuyer ce côté distribution des enfers. Ouais, je le montre à travers des vieilles vidéos parce que les effets ne marchent pas sur ma machine virtuelle. Par contre, la question que je me pose, c'est pourquoi c'est smiley ? Une des particularités de cette distribution, c'est que si on clique sur cette icône, ça lance une playlist de musique métal libre de droit.
Bon, c'est classe, hein, mais c'est sûr qu'il faut aimer le métal, quoi. D'ailleurs, quelque chose d'assez inattendu, elle n'est pas stockée dans le dossier musique, mais là-dedans, là. Ouais, elle ne voulait peut-être pas qu'on la supprime maladroitement. Déjà, j'adore le fait que le thème s'appelle Inhumane, une référence au thème Human de l'époque. Au passage, c'était un thème sombre avant que ce soit cool pour les gens, hein. On a aussi droit à une grande collection de fonds d'écran, dont certains sont plutôt de mauvais goût, hein. Je ne parle pas des trucs avec des pentacles, mais sérieux, les fonds d'écran femmes objets, là... Bon, sinon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est Ubuntu. On peut juste remarquer qu'à l'époque de cette version, en 2010, Ubuntu proposait déjà l'interface Unity, mais cette version avait remis GNOME 2. Alors, là, c'est le contexte de cette distribution qui est particulier. En fait, il se trouve que c'est une distribution de la Corée du Nord, donc un état totalitaire. De ce que j'ai pu en lire, peu de gens possèdent un ordinateur là-bas. Et au lieu d'avoir un internet ouvert, ils ont un intranet restreint à un certain nombre de sites. Ils n'ont pas envie que leur population puisse accéder à du contenu qui critiquerait leur gouvernement. Et sûrement pour ne pas que la population utilise des ordinateurs et systèmes d'exploitation de marque américaine, l'État nord-coréen a lui-même une société qui fabrique des ordinateurs, ainsi que l'OS qu'on va voir maintenant. Pour anecdote, leur Firefox a changé de nom dans cette distrib et il s'appelle Mon Pays. Et vu qu'on peut se connecter qu'à un intranet local, ça porte bien son nom, hein. Il y a eu au total 3 ou 4 versions de cet OS. En fait, sur un site dont je mettrai le lien en description, on nous dit qu'une version 4.0 est toujours en cours de développement en 2020, mais qu'ils ne savent pas où en est le stade d'avancement de ce projet. Remarquez, j'ai une autre source qui affirme que la version 4 est sortie en janvier 2019. Comme j'ai pu récupérer que les versions 2 et 3 et qu'elles sont très différentes, je vais vous montrer ces deux-là. Ce que vous voyez à l'écran, c'est l'installation de la version 2, sortie en juin 2009. Même si cette version s'inspire plus ou moins de Windows XP, oui encore, cet écran d'installation a plutôt la tronche de celui de Vista i7. Il y a quelque chose de curieux, c'est que quand on démarre le système d'exploitation, on démarre en route. Non, c'est pas juste le nom d'utilisateur qu'ils ont appelé comme ça, c'est vraiment du root. Allez savoir, peut-être que le gouvernement coréen veut plus facilement les surveiller en faisant sauter les protections de Linux. En tout cas, je vous laisse apprécier la musique d'ouverture de session. Bienvenue dans la sereine et paisible Corée du Nord. La Corée du Nord, y a pas plus fort. L'un des trucs les plus XP-esques, ça doit être leur outil de recherche de fichiers. Si vous vous demandez si on peut aller sur internet vu qu'il n'est pas ouvert en Corée du Nord, eh bien oui on peut. Ce qui montre que leur limitation technique se trouve probablement au niveau de leur FAI, mais pas dans l'OS ni même dans le navigateur. Il y a aussi le gestionnaire des tâches qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui de Windows 2007. Il y a aussi le solitaire qui ressemble à celui des vieux Windows. J'avais d'abord supposé que c'était Ace Solitaire, mais l'interface ressemble plus à ce qui pourrait être une vieille version d'Hazelroad Solitaire. Par contre, le démineur est tellement ressemblant qu'on croirait qu'il a été lancé sous Wine. Fun fact, un peu comme pour Ubuntu Satanic Edition, on a droit à des petites musiques et des effets sonores en cadeau.
En juillet 2014, la version 3.0 sort. Cette fois, elle imite plus le style de macOS X Snow Leopard. La raison de ce changement de style serait une photo de Kim Jong-un avec un iMac sur son bureau. Après, je vois pas trop l'idée derrière ça. Le dirigeant suprême a un iMac, alors le peuple doit avoir un iMac? Même info? Vu le contrôle de l'information qu'il doit y avoir là-bas, je ne sais même pas si le peuple nord-coréen sait ce qu'est un iMac. Comme vous pouvez le voir, l'installation est en anglais cette fois-ci. De base, elle est en coréen, comme pour la version précédente, mais on peut la mettre en anglais via une manip indiquée dans la page en français que j'ai mis dans la description. Et effectivement, une fois arrivé sur le bureau, on sent bien l'inspiration macOS X. Mais malheureusement, même si on met le programme d'installation en anglais, le système restera en coréen. On peut le mettre en anglais avec une série de lignes de commande, mais comme elles sont longues et que je ne pouvais pas me servir du copier-coller, j'ai tout simplement eu la flemme de le faire. De toute façon, pour une raison que j'ignore, le texte s'écrit bizarrement dans le terminal avec des espaces entre chaque lettre. J'ai bien essayé à tout hasard de changer les caractères entre les coréens et les romains avec le petit outil en haut à droite, mais ça n'y change rien. Sinon, il n'y a pas grand chose à dire, la distro est bien sûr fournie avec divers logiciels et outils pratiques, dont un logiciel de partition de musique, ce qui est original pour une distribution généraliste. Et voilà, c'est la fin de notre petit tour des 5 distributions Linux insolites. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est là qu'on voit que les créateuristes de distribution se posent bien plus la question des besoins des utilisateuristes que des développeurs et développeuses de logiciels libres, et des libristes d'une manière générale d'ailleurs. Aussi, cet aspect personnalisation par l'open source montre que si on a l'habitude de mettre cet aspect-là en avant pour promouvoir l'idée de liberté, on voit que ça sert aussi pour s'adapter à des communautés, en quelque sorte exprimer qui en est à travers son interface utilisatrice. Bon, même si pour Ubuntu Satanic c'était une parodie des distros religieuses, ce qui veut dire dans les deux cas que les distros personnalisés peuvent servir à transmettre des messages, mais aussi, restreindre des libertés en fait. Ouais, c'est contre-intuitif, mais ça montre que techniquement, offrir une liberté permet aussi de la limiter. Et ça, peu importe que le logiciel soit dit libre ou open source du coup. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si les vidéos un peu moins utiles et un peu plus divertissement vous plaisent et que vous aimez aussi le retour dans le passé, dites-le nous dans les commentaires et likez celle-ci. Et bien sûr, comme d'habitude, il y a la page Facebook et le serveur Discord pour nous rejoindre et être au courant des prochaines sorties vidéo. Allez, au revoir à tous et à toutes. Cordialement.